Donc, ce soir, ça va être une présentation sur l'organisation. Pourquoi? Parce que j'ai vu que France Bénévolat, en 2019, avait sorti un rapport qui disait que la première cause d'arrêt du bénévolat en France, c'était le manque de temps. Et je pense que le temps n'est pas forcément toujours bien géré. Et du coup, c'est pour ça que c'est essentiel à mes yeux de l'optimiser pour essayer, comme on a des ressources limitées, qu'on soit le plus nombreux possible et le plus efficace dans le temps que l'on donne à disposition. Et que donc, potentiellement, si on est mieux organisé, on peut s'engager sur le plus long terme dans l'associatif. Et donc, du coup, cette présentation, elle va tourner autour de la problématique de comment s'organiser afin d'être plus efficace, moins stressé et dégager plus de temps. Donc, j'ai mis des petites icônes, un café pour le temps libre, un canapé pour le stress et un éclair pour l'efficacité. Et du coup, c'est des petites émoticônes que vous retrouverez dans la présentation à chaque fois que je parle d'une proposition. J'associe les émoticônes qui vont en face. Et donc, du coup, ce que j'entends par efficacité ici, je distingue bien être efficace et être occupé, faire plein de choses. Donc, il y a faire plein de choses et être efficace, donc c'est-à-dire maximiser le nombre de résultats avec le minimum d'efforts et de moyens que l'on investit. Et donc, on peut faire plein de trucs et faire des trucs inutiles, inefficients, et faire peu de choses et les faire bien. Donc, c'est ça que j'entends dans efficacité. Et donc, oui, j'ai pas de diplôme particulier en organisation ou quoi, c'est juste que c'est un domaine qui me passionne depuis des années. Du coup, j'ai beaucoup lu, écouté, échangé sur ces sujets-là. Et là, donc je peux pas du tout être exhaustive en une présentation, mais l'idée, c'est plutôt de présenter les bases et le condensé, l'essentiel du condensé de ce que j'ai appris. Et donc, ça va se faire en 3 parties. Il y a plus de bulles, mais c'est normal. La première, ça va être de savoir d'où l'on part, donc de mesurer son temps, son fonctionnement, etc. Puis, on passera à une étape un peu plus état d'esprit. Et enfin, on terminera sur des mises en place plus concrètes sur l'organisation avec des outils, des méthodes. Donc, on commence par mesurer. L'idée, c'est de savoir d'où l'on part dans le temps que l'on a, de savoir quelle marge de manœuvre on a à notre disposition et de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre où est-ce qu'est son temps pour beaucoup mieux pouvoir agir dessus. Et dans ce que j'entends, dans qu'est-ce qu'on peut mesurer, ça va être un peu tout dans notre vie. Donc, ça veut dire les routines. Est-ce qu'on a l'habitude de se lever tard et de se coucher tard? Ou au contraire, est-ce qu'on est plutôt du matin? Qu'est-ce qu'on fait quand on se lève habituellement? Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre du travail? Les heures de travail aussi, peut-être que vous avez des heures fixes, mais parfois on est plus modulable et on peut, en télétravail notamment, travailler peut-être un peu plus le matin, un peu plus le soir, etc. Quand est-ce qu'on est efficace aussi? Quand est-ce qu'on se sent bien? Quand est-ce qu'on se sent concentré? Quand est-ce qu'on se sent créatif? Et aussi d'identifier les activités que l'on fait qui sont énergivores, chronophages, ou bien on peut appeler des time wasters, et là où on passe du temps sans être productif. Par exemple, si on recherche à être détendu et qu'on passe 1 heure sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas la meilleure manière de se détendre, mais pourtant c'est ce dont on a besoin à ce moment-là. Et donc essayer de trouver comment est-ce qu'on fonctionne. L'idée, c'est vraiment d'être le plus honnête avec soi-même. Parce que l'idée, on n'a rien à prouver à personne, c'est juste à soi-même pour se comprendre. Et mieux on se comprendra, et mieux on pourra agir sur notre fonctionnement. Et comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça? Il y a quelques outils basiques. Donc, ça peut être un chronomètre. Moi, c'est ce que j'utilise pour mon temps de travail. Je commence le chronomètre quand je commence à travailler et je l'arrête quand je m'arrête. Comme ça me permet d'avoir une vue assez précise du temps que je passe sur mon travail pendant la journée. Ça peut être aussi des applications comme Save My Time, où donc il y a une version gratuite où en gros on enregistre les activités principales de notre vie. Il faut être synthétique parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a 7 ou 9, je sais plus, en version gratuite. Et ensuite, à chaque fois qu'on rallume notre téléphone, on peut préciser ce qu'on a fait depuis tant de temps. Et donc, ça permet de se rendre compte de combien de pourcents de notre temps on passe à travailler, à étudier, à dormir, à passer du temps pour soi, à faire du sport, etc. À savoir que c'est très important de bien définir ce qu'on entend par ces catégories-là, parce qu'on peut très vite tenter de tricher. Et aussi, qu'est-ce qu'on entend par exemple, travailler? Est-ce que c'est être sur son lieu de travail ou est-ce que c'est être vraiment en train de travailler? Parce que si on va sur les réseaux sociaux pendant au travail, est-ce que ça compte comme réseaux sociaux ou travailler? Enfin bref. Donc du coup, c'est important d'être clair avec soi-même sur est-ce qu'on mesure le lieu? Est-ce qu'on mesure l'activité vraiment qu'on fait au moment T?
Mais donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant. Après, je pense que c'est bien de l'avoir un temps parce que moi, je sais que je l'avais fait pendant trop longtemps et après, on commence à réfléchir à sa vie en termes de catégories. C'est peut-être pas le plus, le plus épanouissant. Mais en tout cas, dans un premier temps, pour apprendre à se comprendre, c'est chouette. Et ensuite, on peut même se fixer des objectifs pour chaque catégorie et voir à quel point on l'atteint. Et donc, bien sûr, avoir des statistiques sur la semaine, sur le mois. Ensuite, il y a d'autres applications comme Toggle sur navigateur. L'idée, c'est plutôt donc de timer le temps que l'on passe sur chaque activité sur son ordinateur. Donc, c'est aussi un outil qui peut être intéressant à avoir. Et il y a aussi le tracker. Donc ça, on en parlera un peu plus tard dans une autre dynamique que le fait de savoir comment est-ce qu'on fonctionne, plutôt dans un aspect de motivation. Mais ça peut être aussi intéressant d'avoir un tracker pour se rendre compte de ses habitudes. Donc en gros, un tracker, il y a plusieurs formats qui existent. Là, j'en ai pris un qui est le plus commun que j'ai trouvé sur Pinterest. Et donc, du coup, en gros, c'est de marquer tous les jours du mois. Et en face, toutes les activités que l'on veut mesurer. Et ensuite, chaque soir, on coche si on a fait l'activité ou pas, ou si on ne l'a pas fait. Et donc, ça peut être intéressant de noter pour se rendre mieux compte, parce que souvent, on peut se définir d'une manière genre, je sais pas, je suis quelqu'un de sportif, ou je suis quelqu'un qui aime lire, ou je suis quelqu'un qui fait ceci et fait cela. Mais en fait, parfois, il y a un grand gap entre ce qu'on a l'impression d'être et ce que est vraiment la réalité. Et c'est intéressant pour se rendre compte d'avoir cet exercice-là. Donc, ça peut être aussi le nombre d'heures de sommeil, par exemple. Enfin, bref. Et donc, encore une fois, dans cette dynamique-là, c'est très important d'être très rigoureux sur la définition que l'on a, parce que si faire du sport, c'est genre courir 5 minutes, ça compte, faut le définir comme tel. Ou si c'est à partir d'une demi-heure de sport, je considère que j'ai fait du sport, ou à partir de 5 pages lues, je considère que j'ai suffisamment lu, etc. Parce que sinon, on est tenté de tricher avec soi-même. Et encore une fois, le plus important, c'est d'être honnête. C'est-à-dire que, plus on sera honnête avec soi-même et mieux on se comprendra. Il y a aussi des applications qui permettent ça. Je sais qu'il y a Loop qui le fait. Il y en a d'autres qui sont sans doute très chouettes, avec qui vous pouvez aussi avoir des statistiques et tout. Donc, ça peut être intéressant à utiliser. Et donc, j'ai mis un petit canapé sur cette bulle-là. Pourquoi ? Parce que je pense que ça permet d'être moins stressé, d'apprendre à se connaître et à mesurer son temps. Parce que on se rend compte de là où que va son temps et du coup, on a plus d'emprise dessus. Je trouve que ça procure une forme d'apaisement et de dédramatisation. Donc ça, c'était la première étape, comprendre où va son temps pour mieux pouvoir agir dessus. Et donc, une fois que vous avez mesuré là où vous passez votre temps, vous êtes bien compris dans votre fonctionnement. L'idée, c'est de se mettre dans un état d'esprit où on veut aller à l'essentiel pour économiser son énergie. Et donc, aller à l'essentiel pour économiser son énergie, ça passe par plusieurs dimensions. La première, elle peut paraître un peu floue, c'est l'essentialisme. Au début, j'avais mis minimalisme, mais je trouve que c'est un peu trop connoté maintenant pour dire minimalisme. Je préfère dire essentialisme. Et j'ai repris le schéma qui est dans un livre qui s'appelle justement l'essentialisme. Et en gros, c'est l'art de prioriser. C'est se dire que parce que notre énergie et notre temps est limité, il faut choisir ce qui est vraiment important pour aller au bout de ces éléments-là. L'idée, c'est de faire moins mais mieux. Et en gros, quand on fait plein de choses, on disperse son énergie, mais on ne va pas très loin dans ce qu'on fait. On ne va pas beaucoup en profondeur, on ne le fait pas forcément bien. Et si on se focalise sur une seule chose ou sur peu de choses, on peut les faire beaucoup mieux. Et donc, l'idée, c'est de se baser sur la loi de Pareto qui dit que 80% des résultats sont obtenus par 20% du travail. Et c'est vraiment d'essayer de se focaliser sur ces 20%-là, mais de notre vie en général, en fait. C'est de se focaliser sur qu'est-ce qui nous apporte le plus de joie, qu'est-ce qui nous rend le plus efficace dans notre action, de manière générale. Donc, ça va dans une dynamique qui dit que c'est choisir de produire plus en notant plutôt qu'en ajoutant des activités, pour gagner en espace mental, en espace physique, en espace temporel, en argent, etc. Enfin, ça va dans tous les domaines de la vie, dans la rédaction de ses mails, dans ses possessions, etc. Et donc, ça peut être aussi dans le choix de ses engagements, d'examiner chaque nouvel engagement et de choisir de renoncer, de faire des choix dans ce point on s'engage. Il y a une phrase qui, je trouvais qui était chouette, parce que souvent, dire non, je trouve que c'est une dynamique qui n'est pas forcément évidente à intégrer. Et il y avait une phrase que je trouvais chou, que j'ai lue dans un livre récemment, qui dit « Dire non, c'est dire oui à soi-même ».
On s'est dit oui à autre chose et j'ai trouvé ça mignon. Je vous le partage. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rester dans une dynamique où on ne garde que ce qui nous est utile et qui nous apporte du bien. Donc, voilà, après, il y a des citations qui sont connues et qui sont chouettes dans cette dynamique-là. C'est la perfection n'est atteinte que, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. C'était Antoine de Saint-Exupéry qui dit ça. Et sinon, il y a aussi dans le livre The One Thing qui disait quelle est la chose que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple et voire inutile. Et là, c'est l'idée, c'est vraiment de penser à un niveau méta, genre d'essayer de simplifier sa vie au maximum. Donc voilà, donc cette première, ça c'est plutôt, c'est assez flou, mais c'est vraiment un état d'esprit à adopter. Et donc, dans ce que, voilà, pour prendre un exemple, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, par exemple, sur ses priorités en 2022, ça n'a pas tellement de sens de se faire une liste de 30 résolutions. C'est impossible de se concentrer sur 30 choses à la fois. Vaut mieux peut-être faire 2-3 résolutions et se concentrer à 100% dessus pour être certain de les atteindre. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'aller en profondeur des choses et d'éviter de survoler. Et pourquoi est-ce que j'ai mis les 3 petites émoticônes? On est moins stressé quand on va à l'essentiel parce qu'on n'est pas submergé et on a tendance à être beaucoup plus allégé. On a plus de temps libre parce qu'on supprime tout le superflu, donc qui nous prend du temps. Et on est aussi plus efficace parce qu'on est plus concentré et moins dispersé. Ensuite, penser smart. Donc, il y a un acronyme qui est connu, c'est SMART, pour stratégique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Et c'est un acronyme qui est utilisé surtout dans la définition des objectifs en général, mais je pense que de manière générale, c'est intéressant de se l'appliquer aux tâches que l'on se fixe. Par exemple, ça va être si cette année je veux agir pour les animaux, c'est beaucoup trop vague comme objectif. On ne sait pas trop comment le réaliser, du coup, on ne sait pas par quel bout le prendre. Et si je dis, par contre, je veux faire toutes les actions express L214 que je reçois dans les 24 heures en prenant mon petit-déj le matin, je sais pas. Mais ça, c'est vachement plus précis. On sait comment le mettre en action. Et du coup, on a tendance à bien me le faire et à le faire plus efficacement. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui est importante à avoir à la fois dans la définition de ses objectifs et de ses tâches, de penser vraiment est-ce que c'est une tâche qui est pertinente, qui est stratégique par rapport à ce que je veux aboutir, à ce que je veux faire? Est-ce que je sais quand est-ce qu'elle va être atteinte? C'est important de savoir c'est une bonne tâche ou un bon objectif, on sait quand est-ce qu'il est atteint objectivement. Est-ce qu'il est suffisamment ambitieux, mais réaliste, faisable? Et aussi, surtout, temporairement défini, c'est quand est-ce qu'il doit être réalisé ou si c'est une habitude, combien de temps je le fais chaque jour ou chaque mois, etc. Pourquoi le petit flash, on est plus efficace? Parce que quand ça nous semble plus atteignable, la tâche, l'objectif, on a tendance à beaucoup moins procrastiner et donc il y a plus de chances que les choses se réalisent. Et on est moins stressé parce qu'on sait comment traduire concrètement ce qui est important pour soi. Et du coup, toutes ces actions, ces objectifs, ces tâches sont beaucoup moins flous et donc on se sent mieux. Ensuite, aménager son environnement. Donc ça s'inscrit dans le terme qui est le plus souvent trouvé, je trouve, c'est architecte de choix. Et là, l'idée, c'est d'aménager son environnement de manière à ce que il nous pousse à faire les actions que l'on souhaite faire. Et donc, ça va être de supprimer ou d'ajouter des obstacles par rapport aux actions que l'on veut faire ou que l'on veut éviter. Ça s'inscrit dans le nudge aussi, hein. C'est en sciences comportementales. L'idée, c'est de faire des suggestions indirectes qui peuvent sans forcer influencer des motivations et inciter à une prise de décision. Et donc, en fait, c'est parti du principe que de toute façon, notre environnement, il n'est pas neutre dans la manière dont il est disposé et dans ce qui nous incite à faire. Et donc, c'est de choisir d'aménager notre environnement pour qu'il nous pousse aux bonnes choses. Donc, typiquement, si on veut éviter, les snacks, ça va être les mettre très haut dans une étagère, un peu inaccessible, et mettre les fruits sur la table quand on arrive, ils seront beaucoup plus faciles à attraper. Ça peut être aussi, si on veut aller courir le matin, disposer ses baskets auprès du lit, ses vêtements pour le sport, avoir tout préparé la veille, comme ça, le lendemain matin, y a tout qui nous pousse à faire l'action plutôt qu'à ne pas la faire. Pareil, boire plus d'eau, ça va être mettre une bouteille sur son bureau, etc. Et après, ça peut aussi être aller plus loin. Donc, par exemple, si quelqu'un qui aimerait regarder moins la télé, ça va être par exemple débrancher la télé, cacher la télécommande, voire même enlever les piles de la télécommande, la mettre dans une autre pièce, comme ça. Genre, c'est le parcours du combattant pour aller faire cette action-là. Donc, on va avoir beaucoup moins tendance à la faire.
Et je ne sais plus où est-ce que j'avais lu que du moment qu'il y a 20 secondes qui nous séparent de l'action que l'on veut réaliser, ou 20 secondes de moins. Enfin, donc le 20 secondes, c'est un bon timing pour se rendre compte à quel point c'est un obstacle ou au contraire, c'est quelque chose qui favorise l'action. Donc, par exemple, si son téléphone est à plus de 20 secondes de portée, on aura beaucoup moins tendance à aller le chercher qu'is'il était plus proche. Et ça peut être aussi, si jamais vous avez une Google Home, par exemple. Enfin, moi, je sais que j'ai programmé la mienne pour que, quand je lui dis bonjour le matin, elle déroule tout un programme que j'ai préparé et aussi une playlist qui s'enchaîne sur une routine du matin. Enfin, ça, on en parlera après. Mais donc, du coup, ça peut être aussi ce genre de choses qui permettent de designer l'environnement et d'économiser le plus possible sa volonté. Et l'idée, vraiment, c'est juste de se laisser guider par son environnement et de faire le moins d'efforts possible. Et donc, ce qui maximise les chances d'aboutir à une action. Et donc, aménager son environnement, ça permet d'être moins stressé parce qu'on se laisse guider, donc on n'a pas exercé sa volonté, sa motivation. On a aussi, et on est moins tenté par des choses que l'on veut éviter. On a plus de temps libre parce que du coup, on perd beaucoup moins de temps à trouver son énergie, on procrastine moins. Avant de faire une action, on peut avoir tellement pas envie ou tellement pas motivé que du coup, on va mettre énormément de temps avant de se mettre à cette action-là. Mais si jamais tout notre environnement nous guide à la faire, on gagne du temps. Et on va aussi être plus efficace parce qu'on va juste enchaîner les choses sans réfléchir. Et donc, on en fait plus et mieux. Ensuite, la concentration. L'idée, c'est de dire qu'on achève le travail beaucoup plus vite et bien mieux quand on peut aller au cœur des choses. Et en général, on dit qu'on met 23 minutes à se reconcentrer après une distraction. Et quand on est distrait, on a tendance à faire beaucoup plus d'erreurs, de faire les choses beaucoup moins bien et en beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, on pense encore plus, avec notamment le téléphone, les notifications, etc., d'arriver, tout est fait pour accaparer notre attention. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile, peut-être, de mobiliser son énergie pour être concentré. Du coup, l'idée, c'est d'essayer d'aménager pareil son environnement et d'être vigilant, de pouvoir se concentrer pleinement sur les tâches sur lesquelles on est. Pour ça, il y a différents outils. Alors, il y a déjà un premier pas, ça peut être déjà de comprendre pourquoi est-ce qu'on est distrait. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à, quand on fait une certaine tâche, regarder son téléphone ou aller chercher à manger ou j'en sais rien. Et donc, ça permettra de mieux agir dessus. Si par exemple c'est de l'anxiété, si c'est de l'ennui, il y a peut-être moyen de rendre la tâche plus distrayante ou d'écouter de la musique pour rendre la chose la plus agréable. Si c'est de l'anxiété, il y a peut-être un problème un peu plus profond. Enfin bon, bref. Donc, ça peut être déjà intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on est distrait, pourquoi est-ce qu'on a envie d'aller vers la distraction. Et ensuite, après, il y a des actions comme couper les notifications de son téléphone, éloigner le téléphone de soi lorsque l'on travaille et quand on n'en a pas besoin pour ses activités. Il y a des applications, par exemple l'application Forest, où en fait on définit un timer et pendant ce temps-là, il y a un arbre qui pousse et vous avez sans doute envie de tuer l'arbre, même s'il n'est pas sentient. Et du coup, après, vous aurez une petite forêt. Enfin bref, donc du coup, ça peut motiver à essayer de pas... Parce que du moment qu'on ne change pas la page de l'application, l'arbre continue à grandir et si on la change, il meurt. Ça peut être aussi garder un carnet à côté de soi quand on travaille pour noter toutes les idées qui nous traversent dans l'esprit, plutôt que directement le noter sur le téléphone ou quoi. Et du coup, là, on a tendance à avoir plein d'applications et de distractions qui viennent à nous. Ça peut être aussi se motiver avec une Pomodoro. Donc, Pomodoro, l'idée, c'est de lancer un timer de 25 minutes sur lequel on va se concentrer pleinement sur une tâche et on a droit ensuite à 5 minutes de pause entre les périodes de 25 minutes pour faire autre chose, faire une pause, etc. Et donc, se déconcentrer à ce moment-là. Et enfin, bien évidemment, c'est d'essayer d'éviter le multitasking de manière générale, donc de choisir de faire une tâche après l'autre et de s'y dédier pleinement. Et donc, pourquoi est-ce que se concentrer sur ces tâches, ça permet d'être moins stressé? Parce qu'en fait, quand on fait une chose à la fois, on a tendance à être plus satisfait de ce que l'on fait parce qu'on a une sensation de maîtrise, on sent qu'on sait, on gère bien l'élément. Je ne sais pas si c'est en train de rédiger un article ou quoi que ce soit, on est pleinement dedans, on se sent beaucoup plus épanoui et donc on sent qu'on a de la maîtrise sur la tâche qu'on a. Et on est aussi plus efficace parce qu'on va au centre de ce qu'on fait, on va beaucoup plus vite, on le fait mieux, on n'est pas dispersé et on fait beaucoup moins d'erreurs. Et enfin, toujours dans l'état d'esprit, d'être dans une dynamique de réévaluer son fonctionnement pour être dans une dynamique simplement d'amélioration continue.
et donc de constamment s'analyser et à s'ajuster en fait à son mode de fonctionnement, parce que parfois juste la vie change, on a de nouvelles choses dans notre vie, ou juste notre fonctionnement évolue, ou en fait on prend un mauvais pli et faut rectifier le tir, etc. Et donc c'est sans arrêt réévaluer ses habitudes, ses techniques d'organisation, d'arrêter, de modifier ce qui fonctionne pas. Et l'idée, c'est vraiment pas de s'enfermer dans un fonctionnement rigide, mais vraiment d'être toujours à l'écoute de son fonctionnement. Et de toute façon, il n'y a pas de perfection dans la gestion du temps. On est sans arrêt en mouvement, en amélioration, en fonction de ces situations de vie, de ces nouveaux événements. Et c'est aussi d'être gentil avec soi-même. On fait ce qu'on peut. Et ça peut être aussi essayer de voir s'il n'y a pas des choses que l'on fait qui peuvent être automatisables, qui peuvent être délégables ou supprimables, etc. Moi, ce que je fais pour ça, c'est que j'ai mis en place un bilan de la semaine où, en gros, j'essaie de revoir quelles sont toutes les choses que j'ai réalisées cette semaine dont je suis fière, quelles sont les choses qui n'ont pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire pour les améliorer. Et j'essaie de voir, en gros, passer en revue les plus gros domaines de ma vie, que ce soit le travail, les relations, etc. Et de voir si tout suit bien son cours, si je suis bien dans la dynamique que j'ai envie de suivre, ou de passer sur mes objectifs, le rétroplanning mes objectifs, etc. Et donc, c'est par exemple, je sais pas, je me rends compte que je mange trop de chocolat, mais je vais essayer de limiter à 1 ou 2 carrés par jour pour la semaine qui suit. Ou je me rends compte que je dédie pas assez de temps à mon bénévolat par rapport à ce que j'aimerais faire. Mais du coup, je vais essayer de fixer chaque jour, de 8h à 8h30 avant de travailler sur mon bénévolat. Enfin bref. Et donc, l'idée, on est plus efficace dans une dynamique de réévaluation, mais parce qu'on va améliorer son fonctionnement, tout simplement. Et donc, on vient de terminer cette deuxième partie qui est tous les éléments à prendre en considération pour être dans un état d'esprit d'aller à l'essentiel pour économiser son énergie. Et ensuite, on va rentrer dans le dur, les techniques concrètes d'organisation. Donc, préparer et planifier ses tâches. Donc, en termes d'outils, la base que je ne pouvais pas éviter, c'est d'avoir un agenda. L'idée, c'est de mettre tous les événements fixes que l'on a pour se rendre compte déjà du temps disponible et d'éviter de superposer les activités, déjà. Ça peut être aussi intéressant d'établir un code couleur pour mieux visualiser les différents domaines de votre vie et le temps que ça prend pour vous. J'ai mis une illustration d'un Google Agenda parce que je trouve que c'est un outil pratique, mais en vrai, ça peut être aussi un agenda papier ou un autre outil. Je pense que la vision à la semaine, elle est bien parce que ça permet d'avoir à la fois du recul sur son temps sans être ni trop précis ni trop lointain. Et c'est intéressant d'avoir un détail par heure, du coup, en version verticale, surtout pour ce qu'on verra par la suite, mais ça permet quand même de beaucoup mieux visualiser sa journée que simplement un encart vide. Ça, c'est surtout ces agendas papier, c'est comme ça. Et donc, rien qu'avoir un agenda, c'est intéressant parce qu'on est moins stressé. On sait qu'on ne va pas louper un événement, on sait ce qu'on a à faire. Et on est plus efficace parce qu'on sait de suite si c'est possible d'ajouter un élément ou pas dans son agenda, et on est beaucoup plus à même de faire les choses dans les temps. À savoir que je me souviens, une fois, j'avais parlé de l'agenda à quelqu'un comme ça, et il me disait « Ah oui, mais il faut aussi penser à le regarder ». Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'avoir un agenda, on peut peut-être pas avoir l'habitude de regarder son agenda, mais donc il suffit pas d'en avoir un, il faut aussi prendre le réflexe de regarder au moins une fois par jour son agenda et de compléter systématiquement. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'établir une to-do list. Donc là, l'idée, c'est de tout coucher, alors sur papier ou sur une application, peu importe, tout ce que l'on a à faire et de vraiment vider son esprit, de ne pas avoir de charge mentale sur ce que l'on a à accomplir, et de la mettre constamment à jour, cette to-do list. Donc, ça permet de se rendre compte de sa charge de travail. Ça peut être aussi de répartir en catégories ce qui concerne la vie perso, le travail, le bénévolat, etc. Pour avoir des to-do lists, donc il y a des to-do lists papier qui fonctionnent. Il y a aussi des outils qui sont intéressants. Donc, par exemple, il y a Asana, ClickUp. ClickUp, peut-être c'est un peu trop détaillé pour une orga perso, mais encore, pourquoi pas. Peut-être plus pour du travail. Ensuite, il y a Trello, il y a Notion aussi.
C'est intéressant quand il y a des applications qui permettent d'automatiser les tâches. Ça permet quand même de gagner du temps et d'améliorer son organisation. Et j'ai vu récemment qu'il y avait une application qui est sortie, je ne l'ai pas encore testée, c'est une intelligence artificielle qui fait notre agenda. Donc en gros, je crois qu'on définit des critères, on lui donne des tâches et ils organisent l'agenda la manière la plus optimale, mais je n'ai pas encore creusé la question. Et donc oui, avoir une to-do list, c'est vraiment essentiel pour vraiment éviter cette charge mentale constante et être certain qu'on va faire les choses dans les temps. Donc c'est pour ça que c'est moins stressant. Et ensuite, la troisième étape, c'est de décomposer toutes les tâches que l'on a notées. Alors, c'est pas du tout vegan comme illustration, mais je trouve qu'elle fonctionne bien. C'est comment est-ce qu'on mange un éléphant, mais pièce par pièce, donc bout par bout. Et encore une fois, c'est un éléphant en papier ou c'est un éléphant en peluche, voilà. Et ou en chocolat, pour le manger. Et donc, du coup, l'idée, c'est de vraiment de diviser les tâches en plus petits morceaux possibles, parce que du coup, on va avoir beaucoup plus, voire visualiser beaucoup plus concrètement comment la réaliser. Et parce qu'en fait, souvent, on procrastine parce qu'on ne sait pas comment appréhender une tâche. Et du coup, là, diviser en plein de petites tâches, ça permet déjà beaucoup de la démystifier et de pouvoir moins procrastiner et beaucoup mieux la réaliser. Et il y a une citation, du coup je ne sais plus de qui elle est, mais je trouve qu'elle est chouette, et qui dit que ce qui nous sépare de notre but, ce ne sont pas des obstacles, mais un moyen clair d'atteindre cet objectif. Et je pense que ça s'inscrit pas mal dans cette dynamique-là. C'est vraiment essayer de voir comment est-ce qu'on va réaliser telle ou telle action. Par exemple, réviser un partiel, écrire une thèse ou rédiger un article, ou enfin, peu importe. Ça paraît immense, ça fait peur. Et du coup, on ne sait pas trop comment l'appréhender, on ne sait pas trop comment la faire. Du coup, juste on évite, on ne la fait pas. Et donc, du coup, découper en toutes petites tâches, par exemple, je ne sais pas si c'est écrire un article, c'est d'abord définir la thématique de l'article, chercher toute la bibliographie, élaborer un plan, élaborer une problématique, enfin bref. Et du coup, détacher en plein de petites sous-tâches, ça permet de la démystifier. Et donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant de décomposer ces tâches? C'est déjà, on est moins stressé, parce que du coup, les tâches font moins peur. Et on est aussi plus efficace parce que on a beaucoup moins tendance à procrastiner et donc on va mieux achever ces tâches. Avant-dernière dimension, une fois qu'on a toutes nos tâches, qu'elles sont découpées en plein de petites tâches, c'est de minuter, prioriser, planifier. Donc pour achever ces tâches. Minuter, c'est-à-dire c'est d'essayer de prendre chaque tâche que l'on a listée et d'estimer à peu près le temps que l'on estime qu'on va passer à la réaliser, à savoir que on a tendance à clairement sous-évaluer le temps que l'on passe sur les tâches. Donc, vaut mieux prévoir large. On a tendance à sous-évaluer le temps qu'on passe sur les tâches et en même temps, quand on se prévoit trop de temps sur une tâche, on a tendance à utiliser tout ce temps-là alors que l'action aurait pu être faite en un temps plus court. Donc, je trouve que c'est pas forcément évident d'estimer le temps que l'on met à une tâche, mais ce que ça peut être, c'est par exemple si c'est des tâches qui sont régulières, donc je sais pas moi, faire la veille médiatique ou rédiger un article, tout ça, c'est de se chronométrer systématiquement et de voir la différence entre ce que l'on a estimé comme temps et ce que l'on met vraiment comme temps à réaliser, et ensuite de multiplier par le temps. Enfin, si on se dit que telle action on va la faire en 10 minutes alors qu'en fait on la fait systématiquement en 30 minutes, mais c'est à chaque fois qu'on estime le temps qu'on va passer sur ce type de tâche-là, c'est de systématiquement multiplier par 3 le temps que l'on prévoit pour. Ensuite, prioriser toutes les tâches que l'on a listées. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités de priorisation. Donc, de manière générale, ce qui est le plus important à se poser comme question, c'est qu'est-ce qui est vraiment important à réaliser. Il y a la matrice d'Eisenhower, que je viens de mettre à l'écran, là, qui consiste à classer ces tâches en fonction de l'urgence et de l'importance, et en fonction de son urgence et de son importance, de choisir l'action à faire, donc soit déléguer, soit faire, éliminer ou planifier. Je ne suis pas très fan de cette matrice, mais en vrai, je sais que ça parle à beaucoup de monde, donc je l'évoque tout de même. Il y a aussi d'autres manières de prioriser. Ça peut être une forme de tamis des valeurs et des priorités de vie. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une action, est-ce que ça s'inscrit vraiment dans ce que je veux faire, ce qui fait partie de mes objectifs, mes priorités de vie. Ça peut être aussi choisir de faire à chaque fois le pire en premier.
Donc ça, c'est eat a frog. Je crois c'est pareil, c'est pas vegan du tout comme expression. Il faudrait véganiser les expressions d'organisation. Mais donc l'idée, c'est de commencer la journée en faisant la pire tâche. Comme ça, on est sûr, on est dans une dynamique de productivité, on est allégé parce qu'on sait qu'on a déjà fait quelque chose qui nous pesait et on se sent, voilà, on se sent dans une dynamique productive pour la journée. À savoir que, on peut revoir ce qu'on a vu dans la partie essentialisme, que 20% de nos activités, selon la loi de Pareto, 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. Donc vraiment essayer de se focaliser sur ce qui est le plus impactant et le plus intéressant à faire. Et enfin, une fois qu'on a minuté et priorisé ces tâches, on peut les planifier. Et en fait, cette proposition-là, elle s'inscrit dans la méthode time boxing. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre ces activités et de les planifier dans son agenda. Donc chaque tâche, de caler un moment pour les réaliser. Et de vraiment caler exactement le jour et l'horaire où on va la réaliser, voire même, c'est intéressant de faire le lieu où est-ce qu'on va le réaliser. Parce que parfois, pour ceux qui ont tendance à bosser dans des cafés ou à l'extérieur, dans une bibliothèque, tout ça, parfois, il y a certains lieux qui ne permettent pas de réaliser certaines tâches. Donc, ça peut être intéressant de regrouper par lieu de réalisation. Et c'est super important, je pense que c'est vraiment important de planifier ces tâches parce que déjà, on se rend compte à quel point c'est faisable ou non de les réaliser. Parce que parfois, on se met une liste de tâches de, 20 actions pour la journée. Et en fait, si on les minute et que même après priorisation, on prend vraiment l'essentiel et qu'on essaie de le caler dans l'agenda, juste, ça rentre pas. Donc, ça permet de s'en rendre compte. Ou même, au contraire, on pensait que la journée était beaucoup trop dense. Et en fait, finalement, après avoir mis toutes les actions, on se rend compte qu'on a un peu de temps libre. C'est chouette. Et donc, dans la planification, c'est important de toujours mettre des zones tampons parce qu'il y a toujours des imprévus. Et parce que c'est aussi important d'avoir des pauses. Et parce que au bout d'un moment, si on travaille au bout d'un certain temps sans pause, juste l'efficacité va clairement décroître. Donc, c'est important d'avoir des pauses où on s'aère. Alors, l'idéal, c'est peut-être pas d'être directement sur le téléphone et sur les réseaux pour les pauses parce qu'on ne libère pas tellement sa charge mentale, mais plus, de s'étirer, de s'aérer, de faire un tour dehors ou de regarder au loin, bref. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça ? Oui, voilà, l'importance de planifier des pauses et des zones tampons. Par exemple, si c'était, on avait vu écrire mon article, et si c'est la première étape, c'est chercher la biblio de mon article, je vais me dire, OK, je vais passer 45 minutes là-dessus, mardi prochain à 9h, et je le planifie dans mon agenda, comme ça je me rends compte du temps vraiment que j'ai disponible. Et donc ces 3 étapes, elles sont intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'on est moins stressé, on a moins de tâches qui vont avoir tendance à traîner. On sait qu'elles vont être réalisées en temps et en heure. On est aussi plus libre parce qu'on a clairement défini le temps où est-ce qu'on pouvait se reposer. Et ça fait du bien en fait de pouvoir prendre du temps où on sait qu'on est vraiment libre. On est vraiment libre à ce moment-là et on sait que tout va être réalisé à temps, donc on n'a pas cette charge mentale. Et on est aussi plus efficace parce qu'on fait les choses juste dans les temps. Enfin, le dernier outil qui est intéressant à mettre en place pour s'organiser, c'est de mettre en place des routines. Des routines, c'est vraiment de dépenser le moins possible d'énergie décisionnelle. En gros, la fatigue décisionnelle, ça vient du fait qu'il a été constaté qu'on était moins capable de discernement à force de réaliser plein de choix. Moi, c'est un truc qui m'est souvent arrivé après une journée de travail bien pressante. En général, le soir, on rentre, on n'a pas tellement l'énergie d'effectuer des choix sur autre chose, je sais pas, sur les prochaines activités qu'on va faire ou de manger ou quoi que ce soit. Et l'idée, c'est vraiment de réserver du coup tous les choix que l'on fait au moment où c'est nécessaire et intéressant. Et pour le reste du temps, en fait, c'est juste de se laisser guider pour réduire la friction des activités que l'on veut mettre en place. Donc, par exemple, si on sait que tous les jours, on veut lire et s'étirer, que ça ne sert à rien de tous les jours essayer de chercher sur de l'énergie pour réaliser ces actions, mais plutôt de fixer un moment où on va de toute façon réaliser ces actions-là. Et donc, en enregistrant un comportement, on ne va pas mobiliser cette volonté. On n'a pas besoin de chercher de la motivation. On va juste, on ne se pose pas de questions, on va juste faire les choses. Ça pourrait être toute une présentation à part entière, la question des routines. Mais l'idée, c'est dans une routine, il y a 4 étapes. Il y a un déclencheur,
un sentiment, une action et une récompense. Et donc, c'est dans la réalisation de ces routines de toujours avoir bien construit ces 4 étapes-là et de choisir ces déclencheurs. Et en général, ces déclencheurs, c'est intéressant. En fait, c'est intéressant de coller des routines à une routine précédente. Donc, par exemple, après m'être lavé les dents, je vais lire sur le canapé pendant 15 minutes. Et le fait de coller sa nouvelle routine à une ancienne routine, ça permet plus facilement de la mettre en œuvre. Et donc, du coup, et aussi la dernière partie, la récompense, c'est très important, donc, du coup, d'introduire la notion de plaisir quand on fait ces routines pour être certain de les maintenir. Donc, par exemple, je sais pas, écouter de la musique qu'on aime bien, ou si c'est une routine qu'on veut mettre en place le matin, c'est introduire plein d'éléments qui font qu'on passe un bon moment. Et donc, les routines, donc, ça peut être sur des activités très spécifiques, donc par exemple une routine matinale, mais ça peut être aussi des activités, donc par exemple dire que tous les lundis de 9h à midi, je travaille sur tel projet. Ça peut être aussi ce genre de routine plus large de temps de travail sur un élément. Ou par exemple, je sais pas moi, tous les dimanches de 13h à 14h30, je m'occupe du ménage et c'est fixé comme ça chaque semaine. Comme ça, j'ai pas besoin de mobiliser de l'énergie à faire ça. Et pour s'aider à mettre en place des routines, il y a l'utilisation des trackers. Donc, on avait vu plus tôt dans la présentation. Et l'idée, c'est plutôt dans une dimension de motivation à ce moment-là. Donc, c'est de cocher chaque jour quand on a fait une action ou pas et d'essayer de ne pas briser la chaîne. Donc, par exemple, je sais pas moi, faire des étirements 15 minutes par jour, boire 1 litre d'eau, enfin bref. Et donc, du coup, c'est de cocher chaque jour son action et de ne pas rompre la chaîne pour se motiver. Mettre en place des routines, ça permet d'être moins stressé parce que juste on se laisse guider, on sait qu'on va faire ce qu'on veut faire et ce qu'il faut faire. On est plus efficace parce qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour réaliser nos actions, ou en tout cas beaucoup moins que si on n'avait pas mis en place de routine. Et voilà, et pour la mise en place du tracker, ça permet d'être plus motivé à réaliser l'action. Donc ça, c'était les 5 outils qui peuvent être mis en place pour aider à préparer et à planifier et mettre en œuvre ces tâches. Pour conclure, l'essentiel, enfin ce qui est à retenir, c'est les 3 étapes. La première, c'est de mesurer son temps, d'apprendre à connaître son fonctionnement. Puis ensuite, d'être dans une dynamique d'aller à l'essentiel pour économiser son énergie. Donc, dans une dynamique où on va à l'essentiel, on a des objectifs SMART, où on aménage son environnement pour économiser sa volonté, où l'on se concentre sur ses tâches et on réévalue constamment son fonctionnement. Et enfin, préparer et planifier ses tâches, avoir un agenda, une to-do list que l'on décompose en plein de petites tâches, que l'on va ensuite minuter, prioriser et planifier. Et dès que c'est possible, de mettre en place des routines pour économiser sa volonté aussi. Donc pour conclure, je pense que plus on sera organisé, mieux on utilisera notre énergie, plus on sera efficace dans notre engagement et plus on perdurera aussi dans notre engagement. Je pense que c'est un investissement important. Et donc, si jamais vous voulez aller plus loin sur certains points, il y a par exemple le livre The Productivity Project qui est vraiment très chouette. C'est un mec qui a passé une année de sa vie, une année sabbatique, juste à la recherche de qu'est-ce qui nous rend le plus efficace et le plus productif. C'est Imperturbable et Deep Work plutôt sur la question de la concentration et de la distraction. La méthode Make Time, elle est plutôt intéressante sur la priorisation et aussi parce que c'est assez ludique comme approche, beaucoup plus ludique que les autres livres. Il y a du coup l'essentialisme dont on a parlé, l'idée d'aller à l'essentiel, et Atomic Habits, du coup j'ai pas lu pour le moment, mais j'ai écouté plusieurs résumés qui a l'air d'être très chouette dans la mise en place des habitudes et leur intérêt. Et puis sinon, j'ai noté quelques chaînes YouTube aussi, mais que je vais vous mettre en commentaire, que je trouve chouettes. Il y a Mariana's Corner, Mind Parachute, mais qui a une approche un peu dev personnel plus générale. Matt Davella, Thomas Frank, Better Ideas. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et si jamais vous avez des questions,